Bonjour à tous. Notre judaïsme au quotidien est le dernier numéro spécial de ces vacances. Et pour notre dernière visite, j'ai choisi la ville de Vienne aujourd'hui. Vienne, c'était il n'y a pas très longtemps une très nombreuse communauté juive, la troisième en importance en Europe. En effet, en 1934, l'Autriche comptait environ 200 000 juifs, dont 175 000 vivaient à Vienne. La population juive s'y était accrue rapidement depuis le début du siècle, car la capitale autrichienne était devenue un refuge pour beaucoup de juifs d'Europe orientale, que les pogroms et la pauvreté chassaient de chez eux. Mais l'occupation nazie en Autriche n'en laissa pas beaucoup survivre. Seulement 40 000 environ survécurent à l'occupation allemande. L'histoire des Juifs de Vienne remonte à l'Antiquité. Les légions romaines annexèrent un petit territoire sur les bords du Danube à l'emplacement qu'occupe la capitale de l'Autriche aujourd'hui. Il fut appelé Vindobona, nom qui avec le temps se transforma en Vienne. Dans le sillage des légions romaines arrivèrent les négociants, les commerçants, dont bien sûr des Juifs, qui s'établirent dans le nouveau pays. Nous ne disposons cependant d'aucun document probant sur cette installation, les preuves écrites les plus lointaines remontant au Xe siècle seulement. En effet, en 1194, un juif nommé Shlomo s'était hissé jusqu'au poste important de directeur de la monnaie. Mais 2 années après, ce grand personnage fut victime de la jalousie et de la haine de la population chrétienne. Celle-ci profita du passage à Vienne des croisés, qui se dirigeaient vers Israël. Ayant appris qu'un juif occupait de très hautes fonctions dans la capitale, ces derniers cherchèrent un prétexte qui justifie sa suppression pure et simple. Il leur fut fourni par l'un des serviteurs non juifs de Shlomo. Ce serviteur avait été condamné à la prison pour vol. Prétendant que cette peine n'avait été voulue par Salomon, comme il se faisait appeler, que pour empêcher son serviteur de participer aux croisades, les croisés, suivis par une populace déchaînée, prirent d'assaut la maison de ce dernier. Ils le tuèrent et massacrèrent 15 juifs de son entourage. Le duc, pour qui Shlomo était un collaborateur inestimable, en fut indigné. Il ordonna l'exécution des responsables de ces violences, mais il était clair que désormais, la population chrétienne de Vienne ne tolérerait plus les juifs. Le duc et toute la noblesse leur étaient cependant favorables, sentiment pas tout à fait désintéressé d'ailleurs, car les juifs, en compensation de certains privilèges, payaient des impôts et des droits considérables, qui allaient grossir les revenus du duc et des nobles. Ceci encourageait les juifs à développer le commerce, car plus leurs affaires prospéraient, plus élevés étaient les impôts. Ainsi les juifs connaissaient-ils cette alternance qui formait la trame de leur vie, des hauts puis des bas, qui en était la conséquence directe. Protégés par les princes locaux, ils déployaient tous leurs efforts, et certains d'entre eux arrivaient même à s'enrichir. Cela éveillait la jalousie des commerçants chrétiens, cette concurrence efficace les gênait, alors ils réclamaient avec insistance des restrictions qui, dégénérant, allaient souvent jusqu'à l'expulsion de communautés entières. C'est d'ailleurs ce qui arriva une 40aine d'années après l'assassinat de Shlomo. Les citoyens chrétiens de Vienne se plaignirent à l'empereur Frédéric II des privilèges dont jouissaient les Juifs et l'incitèrent à prendre des mesures restrictives à leur encontre. Mais les grands services que rendait le négoce juif aux princes leur étaient trop précieux pour que des doléances de la part de certains suffisent à les faire oublier. Et même, en 1244, le duc Frédéric II promulgua une charte applicable à tous les Juifs du pays. C'était une innovation surprenante car l'époque était plutôt aux persécutions et les sentiments antisémites étaient très répandus dans toute l'Europe. On n'avait encore rien vu de semblable. Cette charte servit de modèle à certains gouvernants qui désiraient tirer parti de l'industrie et du commerce juif. Ce fut ainsi le cas de la Silésie, puis plus tard, plusieurs siècles plus tard, de la Pologne. La charte définissait le statut des Juifs, leurs droits et leurs obligations, elle réglementait le taux d'intérêt, les professions qu'ils avaient la permission d'exercer et leurs obligations à l'égard du gouvernement. La charte protégeait aussi les Juifs contre le baptême forcé, leur accordait le droit de faire le commerce du vin, des teintures et des médicaments, et plus étonnant encore, leur reconnaissait l'égalité avec les citoyens chrétiens auprès des cours de justice. Mais 30 ans plus tard, ce fut la réaction. Les Viennois, soutenus par le clergé, réussirent à remettre en vigueur certaines lois anciennes et à restreindre ses droits et ses libertés. Ces reculs n'empêchèrent pas les Juifs de Vienne de déployer une activité fort profitable, aussi bien eux qu'aux autres. Des empereurs et des ducs, dont le célèbre Rudolf de Habsbourg, étaient les débiteurs de financiers juifs et souvent avaient besoin de leurs conseils pour des décisions politiques et financières importantes. Toutefois,
Les Juifs n'étaient pas autorisés à occuper des charges publiques. Pour ce qui concernait les affaires de leur propre communauté, ils jouissaient de la liberté la plus complète. Ce fut malgré tout pour les Juifs de Vienne une époque florissante, tant du point de vue spirituel que matériel. L'érudit le plus éminent du XIIIe siècle, fut Rabbi Yitzhak ben Moshe, auteur du code célèbre de la loi juive, le Or Zaroua. Publié en 2 versions, cette grande œuvre devint le guide sur lequel les Juifs d'Europe centrale et méridionale réglèrent leur vie privée aussi bien que leurs affaires communautaires. Rabbi Yitzhak était un disciple du célèbre Rabbi Meir de Rothenburg que les autorités avaient emprisonné afin d'extorquer une rançon aux Juifs d'Allemagne. Après sa mort en prison, car Rabbi Meir avait interdit aux Juifs de céder à ce chantage, Rabbi Yitzhak fuit à Vienne. C'est là qu'il posa les bases de ce qui devait faire de cette capitale un centre important d'érudition toranique pour les siècles à venir. Au XIVe siècle, un peu partout en Europe, les Juifs souffrirent gravement des effets de l'antisémitisme. Fléau, épidémie, ils furent accusés de tout. De ces persécutions, la communauté juive de Vienne eut elle aussi sa part. La vague de haine du milieu de ce siècle fut particulièrement cruelle aux Juifs quand cette ville fut ravagée par la peste noire en 1348-49. Les Juifs furent accusés d'avoir empoisonné les puits et les rivières. La populace fanatisée attaqua sauvagement leur quartier, massacrant, pillant, détruisant vie et biens. En 1370, les Juifs furent expulsés de la ville et tous leurs biens confisqués. L'éloignement cependant ne dura guère. Les princes avaient grand besoin des revenus qu'ils tiraient des Juifs sous forme d'impôts très lourds. Aussi peu à peu, ces derniers furent-ils autorisés à regagner Vienne. Avec courage, ils se remirent au travail, et en moins d'un demi-siècle, ils avaient retrouvé la situation prospère qu'ils avaient connue auparavant. Mais cela n'était pas qu'un bien. De tels résultats ne pouvaient qu'exciter à nouveau la jalousie des négociants et commerçants chrétiens, et en 1421, le duc Albrecht finit par céder aux demandes des bourgeois de Vienne qui réclamaient des mesures énergiques contre les Juifs. Cette fois, une honteuse accusation, selon laquelle ils avaient commis un crime contre l'Église et contre le fondateur de la religion chrétienne servit de prétexte. Le quartier juif fut attaqué et de nouveau pillé et saccagé. Ce que la populace n'avait pas détruit fut donné à l'Église et au monastère, et pour finir, on chassa les Juifs de la ville. Cette fois, il fallut presque un siècle avant qu'on autorisât à nouveau les Juifs à s'établir à Vienne. En 1512, on n'y compte que 12 familles juives. Mais par la suite, la communauté se développa rapidement. L'histoire malheureusement se répète, avec la prospérité vinrent des restrictions nouvelles et la situation se dégrada. Une des mesures prises à cette époque ordonnait aux Juifs de la capitale de porter un insigne spécial. En 1554 fut pris un décret ordonnant l'expulsion des Juifs de Vienne et de la Basse-Autriche. Pendant quelques années, ces derniers réussirent à différer l'exécution de ce cruel décret. Mais en 1575, ils durent s'incliner. Avant longtemps, les princes qui gouvernaient prirent conscience du préjudice que l'absence des Juifs portait à l'économie de la ville, aussi bien qu'au trésor d'ailleurs, qui ne pouvait plus compter sur les impôts. Ils décidèrent de permettre à un certain nombre d'entre eux de revenir. Faute de mieux, le sort des Juifs étant plus ou moins le même partout en Europe, quelques-uns parmi les expulsés retournèrent à Vienne. Pendant quelque temps, ils parurent jouer d'une certaine sécurité. Ferdinand II leur assura la protection de la couronne et menaça de sévir au cas où des attaques auraient lieu contre eux ou contre leurs biens. Et pour que cette précaution fût efficace, il assigna aux Juifs de Vienne un quartier dans les faubourgs de la capitale, plus précisément une partie d'une île sur le Danube, reliée à la ville par un pont. Mais vint le jour où, sous la pression croissante des bourgeois de Vienne, que la concurrence juive commençait de nouveau à gêner, un décret fut pris ordonnant l'expulsion des Juifs de Vienne. On était en 1637, mais cette fois, le danger fut conjuré grâce au paiement d'une très forte somme d'argent. Une dizaine d'années plus tard, ce fut le tour des communautés juives de Pologne et d'autres pays d'Europe centrale. Cette période, 1648-49, est connue dans l'histoire juive par le nom d'un chef de Cosaque, Bogdan Chmielnicki, qui entreprit une série de massacres et de destructions dans toutes les communautés juives à partir de l'Ukraine vers le nord jusqu'à la Baltique. Ces massacres furent suivis par l'invasion des Suédois. Les ravages de la guerre furent cause d'un exode massif. Un grand nombre de réfugiés vinrent à Vienne. Ces immigrants non seulement contribuèrent au développement matériel de la communauté, mais ils rehaussèrent considérablement son niveau spirituel, car parmi eux se trouvaient des érudits en Torah, des rabbins, des maîtres éminents qui stimulèrent et intensifièrent l'étude de la Torah. Les plus réputés d'entre eux furent Rabbi Yom Tov Lipman Heller,
l'auteur du Tosfot Yom Tov, un commentaire célèbre de la Mishnah, qui devint ensuite le Rav de la communauté juive de Vienne. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, la situation des Juifs d'Autriche s'aggrava à nouveau. Le roi Léopold Ier céda aux instances conjointes du clergé et des bourgeois qui réclamaient l'expulsion des Juifs du pays. Après plusieurs manifestations antisémites et de fausses accusations lancées contre les Juifs, y compris celle d'avoir assassiné une femme chrétienne et celle d'aider secrètement les Suédois contre le pays, le roi ordonna cette expulsion. Elle devait prendre effet le 1er août 1670. Tous les efforts des Juifs en vue d'obtenir l'annulation du décret furent vains. Ceux qui vivaient à Vienne et en Basse-Autriche durent quitter encore une fois leur foyer. Tout leur fut confisqué. On convertit la synagogue en une église qu'on appela Leopoldkirche d'après le nom du roi. Elle porte encore ce nom aujourd'hui. Les institutions et les édifices communautaires devinrent propriété de l'église. Seul le cimetière juif resta sous la protection de la ville, et ce grâce au paiement, comme toujours malheureusement, d'une forte somme d'argent. L'expulsion des Juifs eut des effets néfastes sur l'économie du pays. Les bourgeois de Vienne, qui avaient promis de prendre à leur charge les impôts précédemment acquittés par les Juifs, pouvaient à peine payer les leurs. Ainsi, par un retour logique des choses, il suffit de 5 ans pour que plusieurs familles juives fussent à nouveau autorisées à s'établir à Vienne. Peu à peu, d'autres familles vinrent grossir leur nombre. Les négociants juifs étaient particulièrement bien accueillis par les princes, et 2 financiers célèbres, Shimshon Wertheimer et Shmuel Oppenheimer, occupèrent de hautes fonctions à la cour en 1884. En 1753, Vienne comptait 700 juifs. Ils étaient encore sujets à de nombreuses restrictions qui devinrent plus sévères sous les règnes de Marie-Thérèse et de Joseph II. La situation s'améliora en 1782, quand l'édit de tolérance fut promulgué. À partir de ce jour, les Juifs devaient être tolérés, mais on ne leur permettait pas de construire des synagogues. Les Juifs de Vienne pouvaient s'installer dans le quartier de leur choix. Toutefois, aux Juifs étrangers, il était seulement permis d'y demeurer temporairement. Ainsi s'exerçait un certain contrôle de la croissance de la communauté. Ce n'est qu'en 1823 que les Juifs de Vienne furent autorisés à construire une synagogue, bien qu'une salle de prière leur eût été accordée 12 ans plus tôt. En 1849, les Juifs obtinrent l'égalité de droit constitutionnel, mais elle fut annulée 2 ans plus tard. Cependant, en 1860, les libertés civiles leur étaient reconnues en fait, ce qui n'empêcha pas l'antisémitisme de se développer au point de devenir une menace pour les Juifs de Vienne et d'Autriche. Grâce à la suppression des restrictions des Juifs d'Autriche, ce qu'on appelait alors l'émancipation, la communauté de Vienne commença à croître rapidement, surtout du fait de l'immigration des Juifs de Bohême, de Hongrie, de Galicie, de Pologne et de Russie. Elle connut un développement considérable tant économique que culturel. Avant l'invasion de l'Autriche par les nazis en 1938, elle comptait 7 grandes synagogues communautaires, 12 petites synagogues indépendantes et 30 maisons de prière de tout type, chassidiques, séfaradis, ashkénazes, etc. Elle était l'une des communautés les plus importantes d'Europe et sa contribution sur le plan commercial, médical, scientifique dépassait celle de toutes les autres. Quand les nazis entrèrent à Vienne en 1938, ils s'acharnèrent à détruire tout ce que les Juifs avaient édifié depuis des siècles. La plupart des Juifs furent envoyés dans des camps d'extermination et partagèrent le sort des 6 millions de Juifs d'Europe que ce régime mit à mort. Après la défaite de l'Allemagne et la libération de l'Autriche, un certain nombre de Juifs commencèrent à retourner à Vienne. En 1952, on y comptait 9000 Juifs, contre 175 000 en 1934 toutefois. Beaucoup de réfugiés juifs passèrent dans la capitale autrichienne l'année qui suivit la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais peu y demeurèrent. Ainsi, la communauté juive, nouvellement établie à Vienne, restait en nombre égal à elle-même. Tout ce qui existe actuellement et se reconstruit ne représente encore que les vestiges de ce que fut la glorieuse communauté juive de Vienne. Shabbat shalom à tous.